got cases certainly going up. We've got a lot of cases of Omicron, but on the other hand, we can see the data about the relative mildness of Omicron. Les données les plus solides qui ont été publiées par les Anglais, il y aurait une baisse de 50 à 70% des hospitalisations. Les hospitalisations seraient plus courtes, les situations nécessitant une réanimation seraient moins nombreuses. Bonsoir ou rebonsoir. Dans un instant, pourquoi le film catastrophe qu'on nous annonce sur le variant Omicron pourrait tourner court? Ce sera un moment important parce que depuis le départ et surtout depuis quelques jours, ce que vous entendez sur le variant Omicron, partout dans les médias, chez beaucoup de médecins, c'est ça, c'est la catastrophe, le raz-de-marée, l'apocalypse, le mur, la falaise. Et quand on objecte que ce qui importe, ce sont les cas graves, c'est notre santé publique, les cas graves, les décès, et que pour l'instant on ne voit rien, on nous a toujours dit il faut attendre, il faut attendre. Alors il fallait attendre 15 jours au départ, la mi-décembre, puis il fallait attendre Noël. Puis à Noël, on nous a dit il faut attendre encore, il faut attendre la fin du mois. Nous sommes à la fin du mois, les données sont sur la table, nous avons ces données, elles sont claires, on va les examiner, on va en tirer toutes les conséquences et vous verrez que on sera très loin de ce climat de panique qui est entretenu, alors soit sciemment, parce que ça fait vendre du papier, on l'a souvent dit ici pour les médias, soit inconsciemment peut-être par ceux qui préfèrent toujours annoncer le pire en espérant peut-être le meilleur, mais en tout cas on sera très loin de ce moment de panique et on en discutera avec autour de la table le professeur Enrique Casalino. Bonsoir Enrique, merci d'être avec nous. Bonsoir. Infectiologue, chef du département des urgences de l'hôpital Bichat. Vous n'avez pas trop les valises sous les yeux en ce moment? C'est tendu à l'hôpital et mon travail est de remonter le moral des équipes. L'hôpital, il tient parce que toutes les infirmières, tous les médecins font des heures supplémentaires. J'ai le plaisir également d'accueillir Jean Quatremer. Bonsoir Jean. Bonsoir. Correspondant européen pour Libération à Bruxelles. Et vous êtes l'auteur de ce livre, je le signale, Il faut achever l'euro. Autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir également Sophie Coignard. Bonsoir Sophie. Bonsoir David. Éditorialiste au Point. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Rachel Bignaz. Bonsoir Rachel. Vous êtes journaliste et vous serez avec nous également toute cette soirée. Alors, on continuera à mourir. C'est la vie. C'est ce que dit toujours Woody Allen, je la cite tout le temps, mais je la répéterai encore une nouvelle fois. La vie est une maladie mortelle, sexuellement transmissible. Il ne faudrait pas que vous, les médecins, vous l'oubliez. Bien, alors ça nous amène d'une certaine manière, c'est le prolongement à notre sujet principal, et c'est celui, disons-le clairement, qui tient tout le monde en haleine. L'apocalypse Omicron. Alors je dis apocalypse parce que c'est couramment admis désormais. On ne peut pas dire Omicron sans dire tsunami, raz-de-marée, la falaise, le mur qui va tous nous ensevelir. Enfin, en tout cas pour le tsunami, c'est ce qu'on entend dans les médias, c'est ce qu'on entend chez les médecins. Vous le lisez dans la presse, vous l'entendez à la radio, vous le voyez à la télévision. Bref, la peur, l'inquiétude. Et quand on ose faire remarquer qu'Omicron ne semble pas causer pour l'instant de maladies graves, et je dis pour l'instant, mais l'instant il est très long. Qu'au début on nous disait l'instant il est trop court. Maintenant, ça fait près de 5 semaines en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est le pays qui a été le premier touché, avec vigueur en Europe par l'Omicron. Donc on nous a dit c'est le laboratoire de l'Omicron en Europe. Ce qui se passe en Grande-Bretagne, ça arrivera chez nous 8 jours plus tard. En Grande-Bretagne, ça fait près de 5 semaines que ça a commencé cette épidémie. Donc cette nouvelle épidémie. Donc le temps, il est venu. Il est venu d'observer les conséquences d'Omicron sur ce qui nous importe vraiment, les cas graves, les morts. La santé publique, c'est ça la santé publique. C'est pas des personnes qui sont contaminées et puis qui finalement n'ont pas de symptômes ou alors quelques symptômes qui peuvent leur laisser passer 2 ou 3 jours à l'hôpital. Donc les données, on les a, elles sont claires, elles sont sur la table. Je vous propose qu'on les examine ensemble. Est-ce que tous ces mots, est-ce que toute cette ambiance anxiogène est justifiée par ce qu'on voit ou est-ce qu'il n'est pas temps de regarder les faits? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelles sont ces données, Fanny? Quels sont ces constats? Eh bien, juste avant, David, je voudrais vous montrer une double courbe. Regardez, à gauche, en jaune, le nombre de cas recensés dans le monde, en moyenne lycée, sur 7 jours. On vient de passer le million de cas positifs dans le monde par jour. Évidemment, vous l'avez dit, tout le monde parle de record. C'est vrai, c'est un record absolu de cas. Sauf que regardez cette deuxième courbe à droite, en rouge, c'est le nombre de morts chaque jour en moyenne. Et regardez, cette courbe, elle est à l'inverse, orientée à la baisse, elle reste orientée à la baisse. On est même au plus bas niveau depuis fin octobre 2020, il y a plus d'1 an. Autrement dit, regardez, seulement les contaminations n'a plus beaucoup de sens, en tout cas pour la santé, et c'est ce qui compte. Bien, alors qu'en est-il, par exemple, dans ce pays d'Europe, le premier touché, peut-être le plus touché aujourd'hui encore, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, vous avez les tout derniers chiffres?
Oui, et là aussi, les contaminations battent des records. 183 000 nouveaux cas recensés hier. Mais parallèlement, les jours passent, les semaines passent, et ce que l'on espérait se vérifie. Les chiffres de l'hôpital sont très rassurants, et en particulier en réanimation, ça paraît incroyable, mais regardez, c'est bien la réalité. Le nombre de patients a même diminué, moins 8% sur la semaine écoulée. Donc non, il n'y a aucun effet Omicron en réanimation en Angleterre. On disait qu'il fallait attendre, ça fait donc maintenant près de 5 semaines avec un premier cas le 28 novembre, et cette tendance se confirme. Mais on entend dire que pour l'hôpital, donc les cas moins graves, là vous parlez de la réanimation, et vous avez raison, parce que c'est ça l'arbitre, c'est la réanimation, c'est-à-dire les cas extrêmement graves, ceux qui peuvent laisser des séquelles lourdes ou ceux qui peuvent conduire à la mort. C'est ça le sujet de santé publique. Et on entend dire quand même qu'à l'hôpital, donc pour les cas moins graves, ça augmenterait un peu. Oui, et c'est la vérité, David, plus 27% sur une semaine, avec plus de 10 400 patients actuellement hospitalisés. Mais premièrement, c'est sans commune mesure avec les vagues précédentes. À titre de comparaison, lors de la vague Alpha en janvier dernier, il y avait 34 000 patients à l'hôpital. Deuxièmement, ces chiffres sont en fait un peu gonflés parce qu'on considère qu'un patient est hospitalisé pour Covid s'il est testé positif à son arrivée. Or, regardez ce qui explique Chris Hobson, c'est un haut cadre des hôpitaux anglais. Beaucoup de malades qui vont à l'hôpital ont le Covid, mais n'y sont pas à cause du Covid. Nous avons pas mal de gens qui, par exemple, sont tombés de vélo et se sont cassés un bras, mais à leur arrivée, ils font un test Covid qui se révèle positif. Troisièmement, ces hospitalisations pour Omicron n'ont plus rien à voir avec celles qu'on voyait pour Delta ou encore Alpha. Elles sont moins longues, elles sont moins graves. 5 jours en moyenne contre 12 pendant la vague précédente pour les personnes de 80 ans et plus. Bref, c'est le critère de la réanimation qu'il faut observer et on l'a vu, on l'a dit, il n'y a pas d'effet Omicron. Les médecins eux-mêmes, qui étaient très prudents, eh bien, regardez désormais ce qu'ils disent. Regardez ce que dit l'un d'entre eux, John Bell, professeur de médecine à l'université d'Oxford. Ce n'est plus la même maladie, les scènes horribles de l'an dernier, les soins intensifs qui sont pleins. Beaucoup de gens qui meurent prématurément sont de l'histoire ancienne. Boris Johnson lui-même a adapté son discours, écoutez. We've got cases certainly going up. We've got a lot of cases of Omicron. But on the other hand, we can see the data about the relative mildness of Omicron. Ce n'est plus la même maladie. C'est frappant ce que dit ce médecin. Alors, allons jusqu'au bout des choses. Le deuxième pays de test pour Omicron en Europe qui a beaucoup d'avance sur nous, c'est le Danemark. Est-ce que ce constat que vous faites sur la réanimation, qui ne bouge quasiment pas, qui a même tendance à diminuer un peu en Grande-Bretagne, se vérifie aussi au Danemark, Fanny? Oui, c'est exactement la même chose au Danemark. Les contaminations, là aussi, battent des records sous l'effet d'Omicron, encore plus qu'en France et qu'au Royaume-Uni même. Or, que se passe-t-il en réanimation? Eh bien, quasiment rien. Depuis une quinzaine de jours, on y compte 75 patients actuellement hospitalisés en réanimation, donc, dont 5 pour Omicron, 7%. Et ce chiffre est très, très stable depuis plusieurs jours, je vous le disais. Il se tasse même sur les derniers jours. Comme au Royaume-Uni, on ne relève pas de vague hospitalière en réanimation liée à Omicron. Bon, disons quand même à ce stade un mot de la France. En France, ça fait moins longtemps. Et ça fait quasiment 4 semaines que cette épidémie Omicron a pris de l'ampleur. Est-ce qu'on a malgré tout des tendances, là encore, réanimation surtout, et puis voire hôpital, pourquoi pas? Oui, en effet, les chiffres en France sont moins significatifs parce que la vague Omicron est plus récente, vous l'avez dit, et parce qu'elle se superpose à la vague du variant Delta. Ce qui est observé, cela dit, par la plupart des médecins, c'est que jusqu'à présent, ce n'est pas l'Omicron qui est responsable des réanimations, mais c'est toujours son prédécesseur, le variant Delta. Écoutez par exemple Djilali Hanan. Actuellement, tous nos patients sont porteurs du variant Delta. Dans mon service, nous n'avons pas encore admis de patients ayant une forme grave due au variant Omicron. Voilà, c'est quand même frappant. Peut-être ça va venir. Alors on va dire ça ne fait que 4 semaines. Bon, là aussi on nous disait il faut attendre Noël, on a attendu Noël, après on nous disait il faut attendre la fin de l'année. Bon, enfin bon, ça c'est le premier grand constat, mais il est capital. Ça ne bouge quasiment pas en réanimation en Grande-Bretagne et au Danemark. Mais il y a un deuxième constat, et là aussi étrangement passé sous silence. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mais au moins on pourrait faire état de cela, faire état publiquement. On entend très peu de médecins qui en parlent. Le deuxième constat, c'est que cette vague de contamination d'Omicron est déjà en recul. Elle est déjà en recul dans nombre de pays qu'elle a traversés, Fanny. Et oui, alors on a beaucoup parlé de l'Afrique du Sud où elle n'aura duré que 4 à 5 semaines. Regardez, depuis le 17 décembre, date du pic, le nombre de contaminations a été divisé par 2. Mais contrairement à ce qu'on imagine, la plupart des pays européens connaissent un reflux de l'épidémie eux aussi. Alors Omicron ou pas Omicron, c'est le cas par exemple de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, la Pologne, l'Autriche. Tous ces pays sont en vert, ça veut dire que les cas reculent. Bref, on peut imaginer que cette vague, je parle bien sûr d'une vague de contamination, que cette vague soit donc intense mais relativement brève. Voilà, on s'imagine une vague qui embrase l'Europe comme ça. Quand on regarde, on se rend compte qu'il y a 5 ou 6 pays où ça monte, et chez les autres, alors soit elle n'est pas arrivée, mais on nous dit que c'est ultra contagieux, donc on ne comprend pas très bien, ils ont des aéroports internationaux aussi, ces pays, soit elle est déjà en baisse. Merci beaucoup Fanny, voilà ces données qui sont sur la table. Je me tourne vers vous, professeur Tezali. Je m'en doutais. Voilà. On a quand même ce recul de quasiment 5 semaines maintenant, et je le répète, on nous disait il faut attendre 15 jours, puis il faut attendre 3 semaines, puis il faut attendre Noël, puis il faut attendre la fin de l'année. Toujours pas de mouvement en réanimation. Est-ce qu'il n'est pas temps de cesser d'entretenir la panique et l'anxiété sur cet Omicron?
Alors, le problème, c'est que c'est pas Omicron le problème. Ah non, mais là, on parle d'Omicron. Non, mais Parce que c'est ça qui entretient la panique. Dans les S'il hôpitaux, je sais fallait que c'est le Delta, le aujourd'hui- problème. S'il fallait aujourd'hui prendre des mesures plus contraignantes pour contrôler l'épidémie, ce serait pour contrôler la circulation de Delta, qui est le virus qui nous met en difficulté aujourd'hui. Ce sont les patients Delta qui vont en réanimation, et la menace de Delta reste encore, le nombre de cas Delta augmente encore en France. D'accord, mettons Delta. Premier élément. Mais pour Omicron. dire que si Parce que aujourd'hui c'est on ça qui devait entretient ce prendre climat. quelque chose, la question Omicron va se poser dans les semaines à venir, au moment qu'effectivement il arrivera à mettre un coup de coude à Delta et il prendra la C'est majorité. le cas en Grande-Bretagne. Oui, Enrique. mais en C'est le cas Grande-Bretagne, au Danemark. je vais revenir sur la Grande-Bretagne. Déjà en France, c'est ça le premier problème, c'est que on est parti d'un pari trop rapide, d'un paradigme qui s'est avéré faux. En quelques jours, Omicron aura pris sur Delta et nous n'aurons plus qu'Omicron. Omicron, aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Nous avons toujours Delta. Donc nous devons toujours garder le chip de comment on réagit vis-à-vis de Delta. Delta, ça fait de la réanimation, c'est indéniable. Deuxième élément, il est vrai que les données qu'on présente sur l'Europe, et Fanny a fait un excellent résumé comme toujours, montrent que Omicron est moins grave. Il n'y a pas d'impact sur les réanimations, mais il y a une donnée qui vient des États-Unis, qui est essentielle à New York et en Californie. L'élément déterminant, c'est d'avoir été vacciné. Pas de vaccin, le risque est colossal de terminer en réa avec Omicron. Vacciné 2 doses, le risque diminue. Et vacciné 3 doses, c'est-à-dire avec le booster, le risque est encore plus faible de terminer en réanimation. L'élément déterminant semble être la vaccination. Parfait. Pas le Parfait. virus percé. Mais Percé. les Et on voit une Britanniques, différence quand même entre Delta et Omicron. Mais bien sûr. C'est que Mais il y a une réduction, mais une grosse partie de cette réduction de la sévérité d'Omicron serait liée, dans ces données américaines, qui nécessitent une meilleure évaluation, etc., à la vaccination. mais juste un mot, Enrique. On n'est pas en train de dire qu'intrinsèquement, Omicron Bien est sûr. beaucoup moins dangereux. Mais en tout cas, que ce soit Omicron, que ce soit l'effet de la vaccination face à Omicron, ça ne produit pas de cas graves, de cas très très graves, et de réanimation et de décès pour Mais l'instant. bien sûr. Et ça fait 5 semaines maintenant en Grande-Bretagne ou au Danemark. Voilà. Et Donc troisième c'est quand même élément, capital. troisième élément que je dois quand même donner, c'est que, bien sûr, Londres et les villes en Grande-Bretagne, ils disent nous ne sommes pas en train de boire la tasse dans les réa. Non, excusez-moi. Lorsque 50-60% de vos lits de réanimation sont occupés par autre chose que les patients habituels, il y a eu un sacrifice. Pardon, mais moi, les papiers que je lis dans la presse, pas spécialisée, hein, mais disent qu'il y a ce que Fanny a dit, c'est ces admissions incidentes. C'est-à-dire des gens qui entrent parce qu'ils se sont cassés la jambe et qui sont patients Covid. Mais bien sûr. Et donc, ce ne Ils sont vont pas pas en vraiment réa, des ceux-là. Ils vont pas en réa. Et il y en a peut-être Ceux-là, qui ils vont en médecine, et Et c'est peut-être qu'il y en a en réa aussi. 20% dans les chiffres Il y en a qu'on connaît aucun en dans les réa. britanniques. Ils sont pas en réa, Il n'y a ceux-là. pas d'admission incidente en réa. C'est exceptionnel. D'accord. Mais le problème sur médecine, je vous hospitalise parce que vous allez accoucher, on vous On fait est le d'accord. test avant de vous mettre dans un lit et on dit ah, et là le test positif. Le problème fondamental, j'insiste, c'est que aujourd'hui, quand on dit que le système hospitalier, finalement, il résiste très bien en Angleterre, au Danemark et dans les autres pays, lorsque vous avez 30% ou 40% de vos lits occupés en réanimation par des patients Covid, ça veut dire que dans le 60% qui reste, ou dans le 50% qui reste, vous devez faire ce qu'avant vous faisiez dans 100% Non, mais ça, on ne des dit pas lits. le contraire. Non, non, mais on parle on a de l'impression, l'apocalypse dans qu'on décrit l'imaginaire- sur l'Omicron qui Non, va mais mettre la attendez, société à on a l'envers. commencé à transférer des patients de région PACA en Bretagne. Non, mais là, vous et parlez- les hôpitaux marseillais, ils disent il n'y a Attendez. plus un lit pour recevoir quelqu'un. Et nous, à l'assistance publique, on déprogramme des patients de chirurgie, on déprogramme des patients Oui, mais de à cause du chirurgie et de Delta, médecine. pas à cause de l'Omicron. Pas à cause de l'Omicron, à cause du Et on Delta. parle de l'Omicron, c'est sur l'Omicron Ah oui, qu'on mais- parle d'apocalypse, de mais- murs, de falaises, Non, mais de raz-de-marée. oh, Non, je mais vais pas Enrique. critiquer mes amis journalistes. Ah, mais Euh, c'est critiqué, parce que nous on les critique. on a fait- Mais ils se fondent aussi sur les médecins. Pardon Non, mais- de me mettre mais je suis d'accord. de façon un peu vigoureuse, mais John Bell, professeur de médecine, Fanny en parlait. Les scènes horribles de l'an dernier, les soins intensifs qui sont là, beaucoup de gens qui meurent prématurément, sont de l'histoire ancienne. Omicron ne peut Non, mais pas là, ça. par contre, excusez-moi, je John ne Bell, connais c'est pas comme ce ça. cher collègue, mais je ne peux pas être d'accord. Omicron n'est pas le dernier variant. N'est pas le dernier Non, mais variant. on sait pas si c'est le dernier. Et laisser le virus circuler comme ça impunément, c'est pas Monsieur Boris Johnson qui va me rassurer. Je vous rappelle On qu'on parle lui de doit, John Bell, on Enrique. lui doit, on doit le remercier de nous avoir imposé un variant qui nous a mis sur le tapis. Donc, il devrait avoir pris sa leçon. Il devrait avoir appris sa leçon Enrique, j'ai et l'impression comprendre que- qu'on ne peut pas laisser circuler les virus comme ça. Quand il y a des bonnes nouvelles, vous n'arrivez pas Si, à en prendre mais acte. mon rôle est de voir la bonne nouvelle, et mon rôle est aussi de garantir à chaque Français, à chaque patient qui va se présenter dans mes services d'urgence, dans les réanimations dont j'ai la responsabilité, dans les services de gériatrie dont j'ai la ça ne responsabilité, provoque pas à de chaque Français qu'on réanimation. va pouvoir les prendre en charge correctement, et pour chaque patient qu'il soit Covid ou pas. C'est ça mon devoir. Oui, mais c'est ça le mon sort d'un devoir. pays tout entier ne peut pas dépendre de ça non plus. Non, ah Surtout non. quand ça ne concerne pas Omicron. Et Mais- pourquoi avoir ce discours catastrophiste sur Omicron alors Non, que mais c'est pas un ça discours n'emmène pas catastrophique. des gens en réanimation après 5 Omicron, semaines? Aujourd'hui, je partage avec vous, Ah. aujourd'hui, C'est important. Omicron n'est pas le problème. Ah bah voilà. Aujourd'hui, le problème, ça reste encore le Delta.
Et Omicron est un danger dans les semaines qui viennent. On verra ce que ça donne. Voilà, on verra. Mais Vous deuxièmement, allez nous dire c'est trop tôt. mais C'était deuxièmement, trop tôt le 20 décembre, c'était trop tôt je le 25 dois décembre, c'est trop tôt le 30 garantir décembre. que si un patient a un accident de la route, mon hôpital, le système français va pouvoir le prendre en charge. Si vous faites un infarctus aujourd'hui, je ne vous le souhaite pas, vous pourrez être pris en charge. Et si vous avez un diabète qui se décompense, vous pourrez arriver à l'hôpital et on pourra s'occuper de vous. Non, mais- Et si vous faites une appendicite, on ne va pas attendre 3 jours avant de Je vous retiens retirer cette phrase, l'appendicite. Omicron n'est pas le problème. Non, Michel. à la place des soignants, il est normal justement qu'ils restent, que voilà, ils fassent valoir une espèce de principe de précaution. Néanmoins, à la place qui est la nôtre, je parle là, on va dire citoyen lambda, à ce stade des événements, parce qu'on était parti pour un sprint, on se rend compte qu'en fait c'est un marathon, qui n'en finit pas. On est vraiment dans une espèce de présent éternel. Il est aussi important qu'on arrive à se satisfaire de ces petites bonnes nouvelles, aussi petites soient-elles, parce qu'on est quand même dans une période, c'est de l'endurance qu'on nous demande de courir, et donc là, on peut y voir quand même une forme de nouvelle assez positive, et se dire sans relâcher bien sûr la vaccination, les gestes barrières, que il y a un motif de satisfaction, c'est-à-dire que Omicron n'est pas Delta, et ça c'est plutôt une bonne chose. Ceci étant dit, là où je vous rejoins, c'est qu'on n'a pas terminé, on n'a pas évacué toutes les questions et tous les problèmes, c'est-à-dire les périodes d'isolement qui peuvent entraîner la paralysie de services publics ou nécessaires, et de plus la question des hôpitaux et des opérations qu'on déprogramme du fait des hospitalisations. Voilà, je donne juste un élément. Quand les médecins sud-africains, et l'Afrique du Sud, c'est une grande nation de santé, un système de santé très développé, nous disaient, s'il vous plaît, regardez ce qui se passe chez nous. On n'a pas de problème avec Omicron. Ça n'a pas produit de réanimation, il y a très peu de morts. On disait, non, mais c'est l'Afrique du Sud, ils sont jeunes, c'est l'été, ça ne peut pas se comparer. Maintenant, on a les Anglais qui nous disent la même chose. Après 5 semaines, regardez chez nous, c'est pas la même maladie, ça ne produit pas de réanimation. Et on est encore en train de dire, ah, quand même, alors c'est sud-africain, non, parce que ceci, les Anglais, non, parce que cela, au Danemark, c'est tout. Bref, tout ce qui ne va pas dans le sens d'une catastrophe annoncée, on a l'impression que ce sont des informations à laisser de côté. Mais vous avez dit, l'Omicron n'est pas le problème, donc... Mais j'explique un peu le fond. Le fond, c'est comment on garantit à chaque Français l'accès à la santé, qui est un droit pour chaque Français, et que le système ne soit pas en danger de ne pas pouvoir Voilà, à garantir cause de l'accès de tout Delta, le monde. en l'occurrence. Et ma crainte aussi, c'est que je trouve que notre capacité à prendre des décisions politiques contraignantes est lente et faible, que si on devait prendre des mesures, entre le moment qu'on prend une mesure et qu'il y a une efficacité d'une quelconque mesure, c'est 2 à 3 semaines pour réduire la poussée épidémique. Et troisièmement, le système hospitalier en grande crise ne tiendrait pas ces 2 ou 3 semaines, en tout cas ne pourrait pas garantir aux Français. Pardon Jean, je vous donne la parole, mais faudrait-il fermer les écoles pendant une semaine de plus? Faudrait-il instaurer des couvre-feux ou des confinements alors que rien n'indique, ni en Afrique du Sud, ni en Grande-Bretagne, ni au Danemark, dans les pays les plus avancés sur Omicron, que ça produit des cas graves et des réanimations et des morts? C'est ça le sujet quand même. Pour Omicron, on s'inquiétera quand Omicron arrivera, quand ils seront au Mais pied de la muraille. Il est majoritaire. À Paris pour le moment. En France, il est majoritaire. Quand on a 200 000 cas d'un coup, c'est pas Delta qui tranquillement se promenait avec ses 40 000 Vous cas. voyez, je reviens, nos capacités à prendre des décisions, elles sont trop lentes. On n'a pas assez de séquençage en France. Nos amis anglais, autrichiens et tous les autres séquencent immensément plus que nous. Donc vous voyez que notre vitesse de réponse est trop lente. Et d'analyse. Jean. Oui, mais ce discours catastrophiste des médecins qui pèse sur les politiques les pousse les politiques à prendre des décisions qui impactent sur nos vies et sur notre société. La question ne se résume pas uniquement à l'hôpital, elle se résume à la société. D'ailleurs, quand David insiste, et il a raison, sur la fermeture des écoles, parce que à terme, ce qu'on est en train de faire, les mesures de restriction des libertés, d'enseignement, etc., que l'on prend aujourd'hui, auront des impacts à très très long terme. Donc c'est pas seulement la question de je vais arriver à l'hôpital, on va pas détecter mon cancer, c'est l'ensemble de la société qui est en train de se déliter. Quand on regarde les sondages, je crois que c'est Le Point qui a publié un sondage très intéressant sur le moral des Français, la façon dont ils voient la présidentielle, ce que ça leur inspire, etc. Mais l'état des Français, qui est déjà pas brillant en temps normal, est totalement catastrophique. Notre société se défie de la démocratie, se défie de la société en elle-même. On est en train de produire une société malade. Bon, ça, c'est la première notation que je voulais faire. Donc le discours des médecins, je veux bien l'entendre, mais là, il faudrait peut-être effectivement, comme Omicron n'est pas Comme vous voulez. n'est pas effectivement la catastrophe annoncée tous les jours, peut-être passer à autre chose. Je note aussi que Olivier Véran s'amuse, mais je crois que c'est une gravité extrême, à confondre le nombre de cas avec le nombre de malades. Il y a un tweet qu'il a écrit avec ses petits doigts, où il dit 72 000 malades aujourd'hui. C'est 72 000 cas. Je note aussi que Olivier Véran s'amuse, mais je crois que c'est une gravité extrême, à confondre le nombre de cas avec le nombre de malades. Il y a un tweet qu'il a écrit avec ses petits doigts, où il dit 72 000 malades aujourd'hui. C'était 72 000 cas.
Donc, je suis désolé, on agite la peur et on s'en sert pour imposer des mesures de restriction. Les mesures de restriction qui ont été annoncées ce lundi, c'est extraordinaire. On va y quand même. venir. On va y venir, voilà, Jean. mais ça On va y venir, mais je voudrais simplement approfondir d'abord le cas anglais. Après, on viendra à ces mesures, notamment le masque dans les rues, à Paris. Non, mais je parle même pas. Alors, Bon. d'accord, je vous parle simplement de ce qui s'est passé en Autriche. C'est très intéressant. Là, c'est sur le variant Delta. Donc, Omicron arrivait, mais ils avaient décidé de confiner. Les Pays-Bas ont confiné. Donc, ils ont fermé la société. Et autour d'eux, il y a des pays. Donc, c'est intéressant parce que le virus circule, là, on est tous d'accord. Donc, autour d'eux, il y a des pays, ça s'appelle la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie, qui n'ont pris aucune mesure, comme le fait la Hongrie depuis le début. Et la Hongrie a payé le prix lourd l'année dernière, beaucoup plus lourd que les autres pays autour. Et curieusement, sans aucune mesure, eh bien, la pandémie a suivi exactement la même courbe. Donc, il y a un moment, il faut peut-être se poser la question, c'est, au fond, qu'avez-vous appris en 2 ans, à part nous dire, c'est le tocsin, c'est la catastrophe. Manifestement, vous ne savez pas quelle est la prévision, capable de prévoir exactement la courbe. Il n'y a pas des évolutions naturelles. Mais Martin Blachier, quand il nous disait sur ce plateau à plusieurs reprises, et maintenant il se fait conchier sur la place, parler tous les alarmistes et les panicologues, il expliquait ce qui allait se passer. Il disait, mais ça va monter, et comme toute une épidémie, ça va retomber. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, C'est ce qui se passe dans toutes les épidémies. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir fait 20 années de médecine. Toutes les épidémies montent, et à un moment, toutes les épidémies descendent. Alors, ce que dit Jean, c'est elles montent et elles descendent à peu près au même moment, même si les mesures prises Oui, ne parce sont que pas prises ailleurs. dans ces pays-là, il y a un impact quand même de la circulation d'un virus, et il y a des inégalités entre les régions. Dans nos épidémies antérieures, ce qui arrivait en Alsace n'était pas la même chose qu'arrivait en Bretagne. Donc, c'est très difficile de généraliser à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'un continent. La difficulté essentielle, et je le partage avec vous, il ne s'agit pas d'avoir un discours rassuriste ni un discours alarmiste. Il s'agit simplement de dire quelle est notre position. Moi, je suis soignant. Ma position est celle d'un soignant. Je n'ai pas besoin de faire peur. Merci. Ma position est celle d'un soignant qui a des valeurs humanistes et qui considère que laisser mourir des gens, ou parce qu'ils sont vieux. Mais ils ne meurent pas d'Omicron. Non, non. Mais j'ai bien compris que vous disiez qu'Omicron n'était pas le problème. Non, mais là, on parle d'Omicron parce que Mais c'est là-dessus qu'on Omicron- entretient la psychose. Et quand Omicron arrivera, et si c'est... Mais il est là, Enrique. Oui, mais quand il prendra largement la majorité et nous ne verrons plus Mais à les cas Paris, Delta par exemple, continuer il est à arriver, largement nous majoritaire. avons des cas Delta qui arrivent à l'hôpital et qui vont encore en réanimation. Tous les jours, il y a des entrées en réanimation actuellement. Oui, mais c'est ils ont Delta. même augmenté le nombre d'entrées en réa. Omicron est en train de chasser Delta, et donc c'est en train de. Et à Paris, il est largement majoritaire. La question se posera quand il aura complètement balayé pour l'Espagne, il n'a pas complètement balayé. Les vrais épidémiologistes depuis 2 ans, c'est que ça va muter et ça va non pas devenir de plus en plus grave, mais peut-être de moins en moins grave. Et que Omicron, et c'est vrai qu'autour de moi, tout le monde est tombé malade d'Omicron. On avait dit la même chose Ils ont pour des le gros sida, rhumes. hein. On avait dit la même chose Non, mais pour le Enrique, sida. Ouais. il est majoritaire à Paris. Vous Non, verrez mais quand on avait même dit s'il y a la des. même chose pour Bon, le attendez, sida. je voudrais qu'on approfondisse le cas anglais et qu'on retrouve quelqu'un qui regarde ça de près, puisqu'il est membre de l'Imperial College de Londres. Il s'agit du professeur Philippe Frogel. Merci d'être avec nous, Philippe Frogel. Vous êtes aussi professeur de médecine au CHU de Lille. Donc, ma question est directe. Est-ce que ce qui se passe en Grande-Bretagne, avec maintenant un certain recul quand même, puisque ça fait presque 5 semaines, vous rassure d'une certaine manière, vous qui, dès le départ, aviez l'intuition que ce variant Omicron n'allait pas du tout avoir le même impact en termes de formes graves ou de décès que, par exemple, le Delta? Moi, je suis d'accord d'abord avec mon collègue et ami John Bell d'Oxford. Il a tout à fait raison. C'est simplement l'observation des faits que ce qui se passe en Angleterre n'a rien à voir avec les horreurs de l'année dernière. Et donc, effectivement, les Anglais qui ont 3 semaines d'avance sur nous ont beaucoup de cas Omicron. Et ça, on en est sûr là-bas, parce que là, ils séquencent. Et la différence avec la France, on le sait véritablement. Et les hôpitaux se remplissent très lentement, voire pas du tout, plus à Londres qu'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés du tout. Et donc, la maladie n'est pas la même, ce qui n'est peut-être pas lié uniquement au Omicron, mais au fait que les gens soient très vaccinés en Angleterre. Et 99% des gens de plus de 50 ans sont vaccinés, c'est quand même énorme, et une grosse majorité à la 3e dose. Donc, la maladie n'est pas la même, mais ce n'est peut-être pas lié qu'à Omicron, ça peut être lié aussi au fait que les personnes sont mieux protégées. Donc, là-bas, c'est incontestable, la situation n'est pas dramatique. Chez nous, en réanimation, c'est surtout des gens qui ont Delta, ça a été montré notamment dans le sud de la France, très clairement. À Paris, c'est surtout les jeunes qui ont été contaminés, qui sont moins malades. La vraie question aujourd'hui, c'est la question du principe de précaution. Donc moi, je ne suis pas paniqué. Je dis simplement qu'il faut faire attention à ne pas le passer aux gens âgés, aux gens vulnérables, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en France là-dessus, surtout si ces gens n'ont pas eu la 3e dose. Mais donc, il faut arrêter tout. Professeur Frogel, en Grande-Bretagne, vous l'avez dit, il y a 3 semaines d'avance sur nous, mais même en France, où ça fait quand même 4 semaines que ce variant est présent, comment imaginer qu'avec cette quantité de contamination chez les jeunes, les plus âgés n'aient pas été infectés eux aussi? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a toujours une séparation étanche? Donc, en Grande-Bretagne notamment, on imagine que beaucoup de personnes âgées l'ont été aussi contaminées, et on ne voit pas, comme vous le dites très bien, qu'il y aurait de quoi s'inquiéter. Alors en France, c'est très connu ce qui s'est passé en septembre 2020.
on a vu qu'il a fallu un mois pour que les classes d'âge les plus élevées se fassent contaminer par les jeunes qui entraient à l'école ou au lycée ou même à l'université. Donc, il y a toujours un mois de retard en France entre peut-être que les jeunes vont moins voir les vieux qu'en Angleterre, je ne sais pas. Donc, on saura, je comprends votre impatience de le savoir, les nouvelles sont plutôt bonnes, mais on saura ça vraiment en France vers le 15 janvier, et d'ici là, moi je dis simplement de faire attention, c'est tout. Oui, vous aviez mis une hypothèse au départ. Vous vous étiez demandé, et on l'avait fait avec vous, on s'était posé la question, c'était simplement une question, et si ce variant n'était pas un terrible risque, mais peut-être une chance, parce qu'étant très contagieux, contaminant énormément de monde, s'il n'était pas grave, ça voudrait peut-être dire que c'était le variant de la fin de l'épidémie. Est-ce que les événements récents, ces nouvelles plutôt rassurantes, vous incitent à approfondir cette idée-là? Alors, si on voit ce qui se passe en Inde, par exemple, l'épidémie est au plus bas parce que beaucoup de monde ont été infectés par Delta et 50% de la population est vaccinée. Alors, on verra si Omicron arrive à passer dans les failles quand même. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'il est clair qu'Omicron va toucher beaucoup de monde, y compris des gens vaccinés. Peut-être moi, demain matin, je serai peut-être atteint. J'espère qu'avec mes différentes doses, ça ne sera pas très grave. Ensuite, je pense effectivement qu'on va arriver à un niveau de protection qui va être suffisant à condition qu'on n'ait pas le variant Zeta qui arrive et qui balaye encore tout ça. C'est pour ça que l'OMS a raison de dire que l'Afrique, il va falloir la vacciner rapidement pour pas qu'on revienne comme un boomerang, on n'a pas envoyé de vaccin et on va avoir le prochain variant. Mais sinon, je pense qu'effectivement, on devra arriver au bout et moi, je suis assez optimiste pour le printemps. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme certains le pensent, alors ça paraît un peu gonflé franchement, mais certains le disent, qu'on pourrait avoir intérêt à laisser la population s'infecter par l'Omicron, puisqu'il serait bénin, et que ça procurerait une immunité naturelle en plus de celle du vaccin? Alors, Boris Johnson a fait ça pour le variant Delta. Le variant Delta est beaucoup moins bénin. Mais ils l'ont laissé, c'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup plus de morts que nous pendant l'automne et beaucoup plus de cas. Peut-être que ça les protège maintenant un petit peu de Omicron. C'est pour ça que je sais que la situation en Angleterre n'est pas obligatoirement la même que celle de la France. Vous avez fait remarquer, ou quelqu'un a fait remarquer que finalement, il y a plein de choses qui ont été essayées par les différents pays et ça n'a pas changé grand-chose. Je ne sais pas, mais bon, laisser filer, c'est aujourd'hui, tant qu'on ne connaît pas exactement ce qui se passe, c'est quand même la roulette russe. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention, même s'il y a de quoi être un petit peu optimiste. Merci beaucoup Philippe Frogel d'avoir été avec nous. Merci Sophie, je vous voyais réagir. C'est ce terme de roulette russe que je trouve terrible. Je trouve que, évidemment, on ne sait pas tout et c'est très bien qu'un grand médecin comme le professeur Frogel fasse preuve d'humilité. Et d'optimisme. Et d'optimisme, absolument. Mais Pondéré, excusez-moi, après la brumisation d'optimisme, il y a quand même la douche froide de la roulette russe. Et ça, moi, ça me pose un problème, qui est que finalement, je lis très peu de propos durablement mesurés pour analyser ce qui se passe. Et je pense que c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... il y a une espèce de polarisation des opinions sur l'état de la situation sanitaire qui pose un vrai problème. D'un côté, vous avez effectivement ce que Jean Quatremer appelle comment les enfermistes et les panicologues. Et donc, effectivement... Ils sont les plus nombreux, il faut bien le reconnaître. Ils sont très nombreux et qui ont un discours terriblement anxiogène, dont la roulette russe est un des éléments de langage, si j'ose dire. Et d'un autre côté, vous avez un certain nombre de gens qui vous disent, beaucoup moins nombreux et beaucoup plus minoritaires, que c'est pas grave, etc. Mais moi, j'aimerais mon souhait pour l'année 2022, c'est qu'on arrête d'employer des mots comme roulette russe, qui a été employé par une autre médecin, et qui me paraissent poser un vrai problème. Et de la même manière, mais on va peut-être en parler après, je suis un peu étonnée que le ministre de la Santé, Olivier Véran, hier, je crois, de mémoire, et donc à l'Assemblée nationale, annoncé très tôt dans l'après-midi que le bilan de la journée était de 208 000 nouveaux cas. Alors c'était pour justifier la vaccination, très bien, mais 208 000 nouveaux cas, comment le ministre de la Santé peut vraiment aujourd'hui, alors que je trouve qu'il y a eu des mesures raisonnables et proportionnées qui ont été annoncées par lui-même et le Premier ministre la semaine dernière, continuer à asséner des chiffres comme 208 000 nouveaux cas, et puis peut-être demain 300 000. Et puis qui nourrissent l'anxiété. Qui nourrissent l'anxiété et qui font tourner le barillet de la roulette russe dans l'esprit des gens. Alors que les contaminations, ça n'est plus l'indicateur qu'il faut regarder. C'est un problème d'employer des mots comme roulette russe. Bon, on dit un mot. Est-ce que vous voulez dire un mot sur les mesures qui ont été décidées Alors, on va écouter Jean-Baptiste Lemoyne, qui est ministre délégué chargé du tourisme et qui fait un peu office en ce moment de porte-parole du gouvernement. Le préfet de Paris décide que le masque sera désormais porté en extérieur
soyons honnêtes, on n'est pas en train de dire chacun, dès qu'il sort de chez soi, doit porter le masque, comme c'était le cas au moment du premier confinement. On voit bien l'esprit de cette mesure, éviter que les rassemblements du Nouvel An ne donnent lieu à des embrassades. C'est quand même ça l'esprit. Je veux dire, il y a la lettre et puis il y a l'esprit. Mais enfin bon, cette mesure est décidée, ainsi qu'un couvre-feu à partir de 2h du matin. Ça vous fait bondir, vous, Jean? Ah, mais c'est complètement... Et le pouvoir, le médecin, nous prennent pour des abrutis. Si au bout de 2 ans, les Français n'ont pas compris qu'il y avait un truc qui s'appelait le Covid, qu'on était en pandémie et qu'il fallait éviter de se cracher au visage le soir du 31, alors effectivement, je crois que la France devrait s'éteindre, devrait disparaître de la surface de la planète. Donc je pense qu'on a compris et qu'il faudrait arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Attendez, on écoute Jean-Baptiste Lemoyne, Voilà. et puis vous réagissez. C'est utile dans les endroits à l'extérieur où souvent il y a beaucoup de passages, où on peut se retrouver parfois en grande proximité, en attendant un transport public, etc. Et donc c'est pour ça que le masque est réactivé dans certaines zones. L'idée c'est de pouvoir mieux se protéger quand, encore une fois, il y a parfois de la promiscuité ou beaucoup de brassage. Montage Mais Aurélien Hamel. il ment, puisque le préfet de police a pris la décision d'introduire le masque dans toutes les zones. Mais il y a la lettre et il y a l'esprit. Oui, Il ne pourrait pas y avoir un policier. Mais comment est-ce que vous pouvez dire qu'il y a la lettre et l'esprit? On parle de loi et vous risquez une amende de 135 €. Si le policier, dans une rue déserte, à 2h du matin, vous voit sans masque et il se dit, bah tiens, celui-là, je vais l'aligner, il vous met 135 €. Il le fera pas. Mais vous en avez. Non, mais David, la loi, justement, elle doit être certaine. Si vous êtes en infraction, vous n'êtes pas en infraction. Là, on dit, ah, il va être malin. Mais moi, je suis désolé, je n'ai pas confiance dans ce cas-là dans la police. Et vous non plus, Rachel. On espère une certaine intelligence de l'application de la norme, du bon respect de cette norme. Néanmoins, on l'a vu lors du premier confinement, qu'il y a parfois des excès de zèle, disons. Donc là, en effet, on assiste à des mesures qui sont là pour les politiques qui vont montrer qu'ils sont dans l'action, qu'ils font quelque chose, qui relèvent un peu plus du bricolage. Néanmoins, elles sont bien moins contraignantes que les règles mises en place par nos pays voisins. Ça, il faut quand même le souligner. Ensuite, par exemple, les Pays-Bas, la Belgique. Ah, Belgique, parce que moi j'y vis, alors on peut pas aller de Belgique. Non, alors on va pas ouvrir parce que je pense qu'on n'a pas le temps, mais je pensais par exemple au monde de la culture et du spectacle. Ah bah ça y est, le Conseil d'État vient d'annuler. Ils sont revenus dessus. Le Conseil d'État a annulé. Parce qu'on a une justice qui fonctionne en Belgique. Pendant un certain nombre de semaines, ça a été compliqué. On parle des Pays-Bas. L'Autriche, genre. Autriche, Pays-Bas, c'est les deux pays. Ensuite, ce qu'il va falloir de toute façon comprendre et accepter, c'est qu'il va falloir en fait vivre avec ce virus d'une manière ou d'une autre, ne pas être dans cet état de crise perpétuelle, parce que le propre d'une crise, c'est qu'elle s'arrête à un moment. Et également, et je finirai là-dessus, c'est la question de la vaccination à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, environ 5% de la population en Afrique est vaccinée, ce qui promet éventuellement d'autres variants. Oui, on va pas ouvrir ce débat. On l'a eu souvent ici, mais écoutez, imposer aux pays africains la vaccination contre une maladie qu'ils connaissent très peu pour la majorité des pays, ils ont d'autres priorités de santé publique. Et pour l'essentiel, ils ne souhaitent pas se vacciner, même au Sénégal. Allez au Sénégal et vous verrez, les vaccins restent sur les bras. Je ne dis pas l'inverse. Il ne manque pas de vaccins, il manque de motivation pour vacciner parce qu'il y a bien d'autres sujets. Et nous, les Occidentaux, on va dire, parce qu'on n'a pas envie que vous nous fabriquiez des variants, on va vous obliger à vacciner contre cette maladie qui ne sévit pas chez vous. Je trouve que là, il y a un débat qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'était compliqué en Afrique du Sud, il ne faut pas oublier que ce sont des pays aussi où il y a non, mais l'Afrique du Sud et le Maghreb, c'est un peu autre chose. Les climats sont pas pareils. Je parle du continent africain, mais l'Afrique du Sud, par exemple, il y a énormément de personnes immunodéprimées du fait du sida, tuberculose, etc. Donc ça peut, un Covid supplémentaire, ça peut aussi énormément affaiblir une population. C'est vrai, mais on ne va pas les forcer à se Je ne parle pas de forcer, je parle juste il faut s'attendre à des variants supplémentaires. Oui, pour l'instant, à part les deux extrémités de l'Afrique, qui encore une fois connaissent des climats très différents, l'Afrique du Sud et le Maghreb, des variants, on n'a pas vu des variants qui venaient du centre de l'Afrique, qui venaient de l'Afrique subsaharienne, qui venaient de toutes ces zones d'Afrique, et d'ailleurs qui connaissent très très peu de cas. Et regardez, les cas dans le monde aujourd'hui, c'est 80% l'Europe et l'Amérique du Nord. Bref, on ne va pas ouvrir ce débat. Enrique, sur le masque dans les centres-villes, c'est à Paris. Ne doutons pas que ça va être à Lyon aussi. On va éviter le 31 sur la place Bellecour ou à Nancy sur la place Stanislas. Voilà, c'est déjà à Lyon, me dit-on. Vous approuvez ? Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait des mesures pour qu'on contrôle quand même la circulation virale. C'est pas anodin de laisser circuler un virus. Qui a fait ça? Excusez-moi, c'est Trump, c'est Bolsonaro et c'est Monsieur Boris Johnson. Johnson. Excusez-moi, on a payé très cher dans ces trois pays cette insuffisance intellectuelle. Et je terminerai. Un autre point, c'est que le discours ces derniers mois du gouvernement a été: ah, c'est génial, on peut enlever le masque, et alléluia. On a transformé le masque en l'ennemi. L'ennemi reste le virus, le masque est un outil. Mais dans la rue alors c'est 10% de contamination. Moi, je dois ouvrir les fenêtres, l'extérieur. Mais quand je sors dehors, là, je dois porter le masque parce que l'air de l'extérieur. Mais attendez, vous nous prenez pour des abrutis ou quoi? Je suis d'accord. C'est fatigant. Non, mais gentiment. Mais ce qu'il faut, c'est d'avoir une cohérence globale et d'avoir une proportionnalité entre une contrainte qui est efficace et qu'on est capable d'expliquer qu'elle est modérément efficace, mais que dans le contexte, elle est justifiée. Aujourd'hui, il est évident que si on dit avec le masque, on va contrôler la circulation de détail, on va contrôler la circulation d'Omicron, la réponse est non. Voilà, ok. La réponse est non. Parce que si on voulait contrôler et passer de 200 000 à 10 000,
Eh ben, je vous Il faudrait propose- confiner. Mais si on allait faire le Vous 3 voyez, décembre une danse de le la pluie, problème, ça serait bien, ça, c'est on que va nous lutter contre avons le des personnes qui se présentent devant nous et qui nous disent sans conviction, on va porter le masque. On va porter le masque. Nous savons tous que ça va pas suffire. C'est comme essayer de freiner une voiture qui roule à 300 km à l'heure avec le frein à main. Bien sûr que ça marchera pas. Donc, il est évident que il faut avoir quand même une cohérence et une Ça peut proportionnalité. faire partie de la Savoir panoplie. quel est exactement l'objectif qu'on veut atteindre. On veut arrêter la circulation virale. C'était l'objectif de la première vague. Réduire la circulation virale à 10 000 cas par mois, c'était l'objectif de la deuxième, troisième et quatrième. Maintenant, quel est l'objectif? Bah, on va pas Quel revenir est là-dessus, mais si l'objectif Omicron ne suscite pas de forme grave, susceptible d'aller en réanimation et de décès, la circulation virale n'est plus forcément un problème. Confère ce que disait Philippe Rogen, mais on va pas rouvrir ce débat.